Bonjour, je suis Alexis Nousselovitch, vice-doyen chargé de la recherche dans notre UFR Arts, Lettres, Langues et Sciences humaines et professeur de littérature générale et comparée. C'est à ce double titre que je vous accueille dans ce séminaire solidaire « La littérature contre la guerre », en remerciant d'emblée toutes celles et tous ceux qui en ont permis logistiquement, administrativement, techniquement l'organisation. Je remercie aussi le département des arts et les étudiantes et étudiants qui nous accompagnent. Également un remerciement à Lucie Daoust qui sera notre interprète pour la première intervenante. Séminaire solidaire de la population ukrainienne qui se bat depuis 3 semaines et plus avec une vaillance remarquable contre l'impitoyable stratégie d'agression, de pillonnage mené par M. Poutine. Les villes bombardées, les villes détruites, les morts en nombre dans la population civile, les crimes de guerre attestés. Solidarité avec les millions de réfugiés ayant quitté une vie normale pour les chemins cruels de l'exil. Solidarité aussi avec les citoyens russes qui osent s'opposer à la politique de M. Poutine au risque de l'emprisonnement. Et solidarité avec toutes les victimes de toutes les guerres menées sur notre planète. Séminaire solidaire, un séminaire, c'est-à-dire un exercice universitaire, car si l'on peut parler de guerre en Europe pour la guerre en Ukraine, c'est bien sûr pour des raisons géopolitiques qui expliquent la mobilisation des pays de l'Union européenne et de l'OTAN, mais aussi parce que l'Europe s'est bâtie depuis 1945 sur des principes de paix, de justice, de démocratie, sur des valeurs de rationalité et de partage qui fondent notamment la mission de l'université et dont l'offensive annihilatrice du gouvernement russe contre l'Ukraine constitue un déni radical. C'est pour cela que le séminaire se tiendra chaque mercredi dans cet espace public ouvert, commun, au plus près de la communauté universitaire. La littérature contre la guerre. Mais que peut la littérature contre la guerre, contre les bombes? À quoi bon des poètes en des temps de détresse? Dans les sombres temps, est-ce qu'on chantera aussi, ou on chantera aussi à propos des sombres temps? Ils sont deux à avoir posé la question en des termes similaires, tous deux en langue allemande, mais à des périodes différentes. Hölderlin en 1800, Bertolt Brecht en 1939. Le second apportant une réponse. Le chant, la poésie, la littérature servirait à dire le présent lorsque le présent échappe à la parole commune. La question vaut d'être posée encore et encore et encore à notre époque. Son intérêt est d'obliger à une double définition, portant et sur la littérature et sur les temps obscurs, les temps sombres, les temps de détresse. Sur cela, Brecht donne une réponse dans un autre poème, le célèbre « À ceux qui naîtront après ». Ce sont les temps, je cite, où une conversation au sujet des arbres est presque un crime, puisque cela recouvre de silence tant de méfaits. Fin de citation. Peut-on parler des arbres lorsque les humains sont massacrés? Ce serait un délit d'obscénité en regard de la famine, de l'extermination, de l'injustice. Mais une hypothèse s'esquisse. La littérature doit se détourner des arbres pour nous parler des crimes, car elle nous permet d'en parler. Les sombres temps de l'Hölderlin renvoyaient à la crise des valeurs, notamment spirituelles, emportant l'Occident depuis la Révolution française. Les sombres temps de Brecht étaient plus directement ténébreux. Le nazisme qui lui a fait fuir l'Allemagne et les nôtres, en France, en Europe. Notre présent déjà terni par les tensions sociales, les déchirures républicaines, la montée de l'extrême droite, la crainte du terrorisme, le drame migratoire, est soudainement assombri par la guerre en Europe. Le récit homérique, l'Iliade, l'Odyssée, matrice de la littérature européenne, commence par une guerre. Le récit biblique, pareillement matriciel, relate de nombreuses guerres. Le théâtre européen
Shakespeare, Racine, Corneille regorgent des bruits de la guerre. Le 19e siècle, de Victor Hugo à Tolstoï, s'attarde volontiers sur les champs de bataille, et le 20e siècle littéraire a eu sa part d'inspiration avec 2 guerres mondiales, la Shoah et Hiroshima. Or, la guerre risque de glisser vers l'abstraction. Les nombres de chars, les nombres d'avions, les nombres de morts et les noms sur des cartes de géographie, parfois familiers, parfois exotiques. La littérature ramène la guerre à hauteur d'homme, à hauteur de souffrance humaine, de détresse et d'espérance. Elle nous permet non de comprendre la guerre, mais de l'approcher, au risque de se brûler, mais avec la promesse de pouvoir la réintroduire dans notre sphère cognitive et sensible, jusqu'à la possibilité de se déclarer impuissant. Kant a théorisé le mal radical, non pas le diable, mais le mal comme la propension permanente chez tout humain à céder au mal, en dehors de tout intérêt, en dehors de toute rationalité, au mépris de toute valeur. Et certaines figures ont pu l'incarner. Hitler, Staline, Saddam Hussein, Poutine, aujourd'hui. Un saut hors de l'acceptable. Comment peut-il massacrer sa propre population? Comment peut-il exterminer sa population et les autres populations? Et vous lisez Dostoïevski, et vous lisez Kafka, et vous commencez à saisir comment ce mal peut s'incarner. Ce que m'a aussi appris la littérature, c'est que la guerre n'est pas qu'une affaire de fusils, de canons, une affaire d'artillerie, d'aviation, de champs de bataille, de théâtre des opérations. Elle peut prendre de multiples formes, moins spectaculaires, mais non moins hideuses. Nous, la France, l'Europe, à nous accueillons les Ukrainiennes et Ukrainiens, c'est notre devoir, notre fierté. Notre université y participe, mais dans le même temps, hier, aujourd'hui, tous les jours. Pourquoi n'accueillons pas avec la même générosité celles et ceux fuyant la persécution et la misère, venant d'Afrique ou du Proche-Orient, qui sont pareillement des victimes de guerre, une guerre sous d'autres formes? Pourquoi la violence indigne à leur endroit, les tentes lacérées, les gaz lacrymogènes, les expulsions, les morts aux frontières de l'Europe? Victor Hugo nous l'a appris. Tous les misérables sont égaux. Le séminaire accueillera 4 interventions. Chaque participante a choisi une œuvre dans un corpus littéraire ukrainien, roumain, polonais, russe, dont la pertinence dans le contexte est évidente. 4 littératures à égalité. Comme égales sont les langues et égaux sont les peuples. Je vais d'abord céder la parole à Oksana Shostak, professeure à l'Université nationale de l'aviation de Kiev, arrivée avec sa famille il y a un peu plus d'une semaine et désormais accueillie en tant que chercheuse de notre UFR. Merci. Thank you very much for your kindness and taking me to Aix-Marseille. Merci beaucoup pour m'accueillir à MU, à Aix-Marseille, et de pouvoir me donner cette opportunité. I've got an experience of working with your university later, before that, but and it's my pleasure to be here, even though I do not like these circumstances. J'ai déjà eu une expérience ici, mais je remercie une nouvelle fois d'avoir cette occasion de pouvoir être ici, même si j'aurais préféré que ce soit dans d'autres conditions. And I would like to present you with since the topic of this seminar is literature against the war, I would like to present you with a small poem by Lina Kostenko, Ukrainian poet. Dans ce contexte de guerre, j'aimerais présenter un poème de Lina Kostenko. Thank you. First of all, I guess
I would read it in Ukrainian and then we will translate it into English and then into French. І жах, і кров, і смерть, і відчай, і клекіт хижої орди. Маленький сірий чоловічик накоїв чорної біди. Це звір огідної породи, Лохнес холодної Неви. Куди ж ви дивитесь, народи? Сьогодні ми, а завтра ви. Okay, and that's translation into English. A terror, a blood, a death, and despair, engulfing of enemies' hordes. Tiny gray man made a huge black terror. This is an animal of a monster kind, Loch Ness of cold Neva River. Why are you watching, nations? Today is us, but tomorrow would be you. Terror, blood, death, and despair. La terreur, le sang, l'horreur et la disparition. And gathering of enemies' hordes. Gathering, like, Gathering enemies. enemies' hordes. Okay. Hordes. Oui. Et rassemblant les épines des ennemis, Petite, a gray man, little gray man, des hommes petits et gris, made a huge black terror. ont produit une immense terreur noire. This is an animal of a monster kind. Ceci est l'animal d'un monstre, d'une sorte, Loch Ness from cold Neva. Neva River. oui, d'une sorte de Loch Ness, du monstre du Loch Ness qui se jette dans le Neva. Why are you observing nations? Pourquoi observez-vous les nations? Today is us, but tomorrow will be you. Aujourd'hui, c'est nous, mais demain, ce sera vous. Okay, thank you. That poem was kind of prophetic because I thought it was just a recent novel, but it was written in 2019, 3 years before today's events. Ce poème semble prophétique car il a été écrit en 2019, donc il y a 3 ans de cela. The war in Ukraine was held during 8 years already, but it was on the border of Russia and Ukraine in the region of Donbass and Lugansk. La guerre était seulement à la frontière de la Russie et de l'Ukraine, dans la région de Lugansk and Donbass. Lugansk et Donbass, le Donbass. And even Ukrainians get used to this war, though we kept losing our soldiers over there, but we were pretty safe 500 kilometers from that war. Le peuple ukrainien était déjà habitué à la guerre. Ils étaient déjà habitués à voir leurs soldats disparaître, mais ils n'étaient pas habitués à ce que ce soit les civils. But this poetess, Lina Kostenko, she could predict the events in 3 years. So she warned everyone, and especially she addressed Europe and the whole world and asking for protection. Donc, la poétesse Lina Kostenko, dans ce poème, a évoqué une sorte de prophétie, puisqu'il a été écrit il y a 3 ans. Et elle s'adresse dans ce poème au monde occidental pour les prévenir et pour leur demander leur protection. And right now, her poem sounds really prophetic and terrible, and it addressing nations of the world, asking for help. Otherwise, if they defeat us,
they would come for you. Aujourd'hui, la poétesse demande l'aide des Nations Unies et des autres nations du monde, dont l'Occident, elle leur demande de l'aide, car sinon cela pourra arriver aussi à eux. I should tell you that poetess is really brave and she's 92 years old. She had her birthday a couple of days ago, but she's in a bright spirit and she would write more poems about this war. And we hope that after it finishes. Il faut savoir que la poétesse est très âgée, elle a 92 ans et elle a écrit sur la guerre et on espère qu'elle pourra à nouveau écrire sur la guerre. Well, and as you probably could guess, this little gray man is a description of Vladimir Putin. Comme vous pouvez le deviner, dans le poème, il est indiqué les hommes petits et gris. Cela réfère à Vladimir Poutine. And she warns, due to his small size, he can be a real great evil for the whole world. So that's why she compares his physical appearance with monsters' spirit of Loch Ness. Though I'm not sure if Loch Ness is or was really dangerous, but you know, that's the kind of monsters you can find for description of this person. Elle compare donc cette personne à une sorte de monstre, qui ressemblerait à celui du Loch Ness, même si on ne sait pas si le monstre du Loch Ness était dangereux, mais en tout cas, il est comparé et il est associé à cette personne, Vladimir Poutine. Okay, and thank you very much for your attention. I hope to have an opportunity to talk to some of you later and maybe on more pleasant topic than the war in Ukraine. Je voudrais vous remercier pour votre attention et j'espère avoir l'occasion de pouvoir parler avec vous plus tard sur le Loch Ness, sur la guerre ou sur les Ukrainiens. Merci. Merci Oksana. Nous allons maintenant passer la parole à notre collègue Mihaela Pop de l'Université de Bucarest, qui est membre du réseau Civis, une université européenne réunissant 10 établissements, dont AMU et l'Université de Bucarest. Mihaela, la parole est à vous. Oui, merci. Je vous entends assez peu. J'espère que vous m'entendez bien. Je voudrais tout d'abord commencer dire un bonjour à tous. Hello everybody. Et je voudrais exprimer mon respect, mon admiration et compassion pour le peuple ukrainien, pour son courage et ses efforts presque surhumains de défendre leur pays et leur identité nationale, parce que maintenant, il s'agit vraiment de l'identité nationale et de l'existence de ce pays comme tel. Je voudrais aussi exprimer mon hommage pieux pour ceux qui ont été déjà tués par les attaques féroces de l'armée russe, qui tue sans discernement population civile et détruit avec fureur la structure fondamentale nécessaire pour une existence humaine normale. Je voudrais aussi remercier professeur Nuselovic pour son idée d'organiser ce séminaire qui nous incite à méditer sur cette catastrophe causée par la guerre ici en Europe. Mon intervention sera assez courte, je ne vais pas dépasser les 10 minutes. Elle est partagée en deux selon le titre que j'ai proposé. Une première partie serait sur les décisions tragiques déterminées par la guerre et une deuxième traitera le problème de la culpabilité de l'attaquant. Donc, j'ai dépassé les propositions du professeur Nuselovic. J'espère accepter ma démarche.
Pour le premier sujet, j'ai choisi un écrivain roumain, Liviu Rebreanu, qui a vécu durant la première moitié du XXe siècle, et son roman La forêt des pendus. Le personnage principal, Apostol Bologa, est militaire dans l'armée autricho-hongroise. Durant la Première Guerre mondiale, Apostol est d'origine roumaine dans la province Transylvanie qui appartenait à ce temps-là à la Hongrie. Un conflit moral et psychologique se déclenche car Apostol se rend compte qu'il ne peut pas lutter contre son peuple d'origine, mais en même temps, il doit obéir aux ordres militaires hongroises. Et j'ai un extrait, une citation. L'État ne nous demande pas de l'aimer, mais seulement le dévouement et la discipline, tandis que notre communauté d'origine suppose un amour profond et fraternel. Et Apostol se trouve dans ce dilemme moral qui, pour lui, devient insurmontable et finalement, Apostol prend la décision tragique de commettre le suicide avec toutes les conséquences religieuses surtout qui en découlent. On sait que pour les chrétiens, se suicider, c'est une décision très, très dure et coupable. Finalement, il se pend dans la forêt où beaucoup d'autres camarades avaient déjà fait le même geste. Maintenant, en Ukraine, de telles situations sont aussi présentes. Une journaliste ukrainienne qui travaille à un poste télé à Bucarest nous a partagé un cas similaire de sa famille. Elle a deux cousins, un qui lutte à Kiev, évidemment dans l'armée ukrainienne, et l'autre qui vivait dans les régions pro-russes de l'Est et qui a été obligé par les milices pro-russes de lutter contre les Ukrainiens. La journaliste, donc la cousine, était très, très triste. Elle supposait la décision que son cousin va prendre et qui, évidemment, était une décision tragique, une décision limite. Pour ce qui est de la deuxième partie de mon intervention, je propose une perspective plutôt philosophique concernant la culpabilité des envahisseurs, des attaquants. Un philosophe allemand, Karl Jaspers, a écrit une étude intitulée « La conscience de la culpabilité », où il constate qu'il y a 4 niveaux de la culpabilité. La culpabilité criminelle, condamnable par les lois judiciaires, la culpabilité politique, qui suppose la responsabilité des leaders politiques qui ont pris la décision de commencer la guerre, la culpabilité morale, qui est strictement individuelle et n'est pas condamnable par les lois juridiques, mais seulement par l'attitude de la collectivité, donc par les lois de la tradition morale. Et on a ici un autre exemple, excusez-moi, un exemple de la littérature grecque ancienne, c'est Antigone, qui se trouve dans une situation similaire. Elle doit choisir entre respecter, obéir les lois de la cité et de respecter la tradition ancienne, en ce que concerne ces deux frères qui sont tués, et elle doit les enterrer. Et finalement, la culpabilité métaphysique, qui peut être individuelle, mais aussi collective, c'est le cas du peuple allemand après la Deuxième Guerre mondiale. Cette culpabilité a une caractéristique culturelle accentuée. Elle suscite l'intérêt des artistes, surtout, qui produisent des œuvres d'art en littérature, sculpture, architecture, musique, on peut donner des exemples, et qui gardent vivante
juste par leurs œuvres, la mémoire de ceux qui ont été sacrifiés et aussi la mémoire des grandes erreurs politiques de l'histoire humaine. Jaspers considère que le peuple allemand a eu plusieurs culpabilités durant la Deuxième Guerre mondiale. Une culpabilité politique car le peuple entier a soutenu les décisions du gouvernement. Une culpabilité morale car le peuple a collaboré avec le gouvernement. Et évidemment une culpabilité métaphysique car ils ont assisté passivement sans réagir aux horreurs commises contre les Juifs, les Gitanes et contre les populations civiles des régions conquises par l'armée allemande. Évidemment, j'ai proposé ce texte et cette structure pour des discussions qui pourront avoir lieu dans une autre séance ou je ne sais pas. Donc, c'est ce que je voulais dire pour maintenant. Merci beaucoup. Donc là, je me tourne vers Charles parce que ce poème de Miloš est intéressant puisque tu soulignes le fait que Miloš se place du côté de ceux qui passivement observent la guerre, mais en même temps, le poème, c'est nous qui le lisons. Et donc, d'une certaine manière, est-ce que ce n'est pas une invitation pour nous, lecteurs du poème, à ne pas faire comme le poète? Oui, certes, le dernier mot du poème, c'est le poète. Donc, c'est un poème qui renvoie à lui-même et qui est fondamentalement une invitation au témoignage. Là où Miloš lui-même a traité son poème d'immoral, c'est qu'il était, lui, dans la position éventuellement aussi de s'engager, de résister plus activement, en gros, de se lancer dans la bataille, de donner un coup de main, de participer à ce soulèvement. Il ne l'a pas fait. Il s'est contenté de témoigner, ce qui est déjà énorme. Mais c'est un fait qu'il a travaillé pendant de longues années. Voilà. Alors, c'est vrai que l'importance du témoignage est fondamentale. Il ne faut pas passer les choses sous silence. Mais dans ce poème qui est, comme toute la poésie de Miloš, avec une certaine distance par rapport aux événements, qui fait preuve d'une très très grande érudition, on a presque l'impression d'une atténuation de l'horreur. In the poem you chose to interpret for us, there is this metaphor of the soldier as a little gray man. It's not a soldier, it's Mr. Putin. That's how they see him in Ukraine. Tiny, gray, not talented person who tried to enlarge himself donc, through the war. Donc rectification, donc j'avais mal compris, il ne s'agit pas de petit soldat gris, mais de M. Poutine lui-même qui est un petit personnage, tout petit, tout gris. And in the same, in your interpretation, you did use the term monster. How could a monster be a small gray man? La question que je pose, c'est dans son interprétation, Oksana a parlé de Poutine en termes de monstruosité. Donc la question que je pose, c'est comment un monstre peut-il être un petit homme gris? Well, it's not me, it's just Lina Kostenko who persuades that he is of the animal breed. This tiny gray man is not a human being at all. He is an animal breed, a monster. The kind, and you know, she uses Loch Ness symbolism, meaning that he is kind of dinosaur for a human being. Donc il y a effectivement dans la figuration, dans le poème de ce petit homme gris, il y a un glissement vers l'animalité.
C'est-à-dire que cette description du petit homme gris, ce n'est plus du tout une espèce humaine, mais une espèce animale du type dinosaure. Enfin bon. Et donc il y a ce glissement vers l'animalité. But an animal is not guilty. An animal is not morally guilty. So is there not a danger to describe Putin or whoever as an animal? Well, you know, I don't know. In Ukraine, we have a notion that if a person feels himself not really huge physically or spiritually, he tries to do something monstrous to be visible. So that's pretty applicable for Mr. Putin, and that's what Lina Kostenko tries to show to her readers, that in reality, he's tiny, gray, and not so bright, but he's trying to be a Loch Ness monster in order to be visible. Donc la question que je posais à Oksana, c'est de savoir si la figuration animale, en l'occurrence de Poutine ou de n'importe quel salaud, la figuration animale ne risquait pas de déculpabiliser ou de démoraliser le jugement qu'on peut porter, parce qu'un animal n'est pas enjoint d'agir moralement, il est en dehors de la responsabilité morale. Et la réponse d'Oksana est de dire que dans cette figuration-là, c'est une espèce de compensation. Celui qui se sent petit, gris, va tenter de compenser cette dimension totalement médiocre par des actes monstrueux, par le passage à l'acte, mais ce passage à l'acte étant de l'ordre de la monstruosité. Charles Zaramba. Oui, à ce propos justement du monstre du Loch Ness, nous savons tous que le monstre n'existe pas. Partant de là, comparer quelqu'un au monstre du Loch Ness, c'est le renvoyer à lui-même. Et en même temps, Poutine existe, comme Hitler a existé, comme... Justement, Poutine existe, c'est-à-dire ce qu'il fait n'est pas imputable à un mythique monstre du Loch Ness, mais à lui-même personnellement, en tant qu'être humain. Et donc ça, on revient à cette définition de la littérature, effectivement, qui réintroduit la dimension humaine dans ce qui peut échapper à l'humanité. Je me souviens que j'avais proposé à Charles d'intituler ces rencontres « Guerre et paix ». Et tu avais exprimé une certaine réticence. Est-ce que tu pourrais expliquer cette réticence? Parce que quand on pense à Russie, quand on pense à guerre, on pense inévitablement à Tolstoï et à Guerre et paix. Oui. Ma réticence, elle était toute bête, si j'ose dire, à savoir qu'elle trouve son écho grandiose dans le poème de Miloš, à savoir que il y a des événements réels tout à fait terribles, et il m'avait semblé un peu léger de plaquer par-dessus des références culturelles, de se placer en tant que spectateur, justement, en tant qu'esthète, qui allons parler de cette chose affreuse qui arrive. Voilà. When I was thinking about this seminar, I did propose to Charles to give us a title for the seminar, War and Peace, Tolstoy's title. And Charles was very reluctant in saying, no, it's not good because it will give a kind of aesthetical grasp to what is absolutely awful. Do you share Charles' position? As for me, war is never aesthetical, especially when you see. Actually, I recall the novel by Viktor Nekrasov. Do you know this Russian writer? Yeah, not Nikolai Nekrasov of 19th century. Viktor Nekrasov, who was a soldier during the Second World War, and who was the first among Russian writers who described the war as it was. You could find the description of
of what you actually see around Kiev when hands, heads, and legs are apart from the bodies and blood is on the walls. It is not aesthetic at all. Oksana fait référence à un roman de Nekrasov, non pas l'écrivain du 19e siècle, mais Victor Nekrasov, qui a combattu. So he was a soldier. Yes, he was a soldier, and he is from Kiev also. He was Ukrainian, participated in the Second World War battles. Donc un soldat ukrainien qui a participé aux batailles de la Deuxième Guerre mondiale et qui a écrit un roman extrêmement réaliste, en décrivant exactement l'horreur de ce qui s'est passé. And for you, for example, in Tolstoy, you don't find the same harshness in the description. Et donc voilà, et chez Tolstoy, il n'y a pas cette sévérité, cette dureté dans la description. Voilà, je tiens à remercier toute l'équipe technique, tous les étudiants et les étudiantes du département des arts, ainsi que tout le personnel administratif et bien sûr tous nos intervenants. Le séminaire a été enregistré et l'enregistrement sera disponible sur le site de l'UFR.